Bonsoir à tous. Bonsoir Pablo. Bonsoir Tristan. Bonsoir. Bonsoir à l'ensemble des étudiants qui sont ici avec nous. Bienvenue pour cette nouvelle saison des Creative Talk. C'est donc la saison 2. Et on démarre très fort avec un projet qui renvoie à Terminator 2. Alors, les étudiants sont nombreux évidemment sur cette première. Et ce qui est très intéressant, c'est qu'on a évidemment la volonté de comprendre quel est ce projet, comment ce projet est mis en place, et puis ensuite, comment évidemment t'es venu ce parcours, etc., etc. Donc tu sais que dans l'émission, il y a 4 parties qui vont égrener un petit peu la manière dont tu as envisagé ce projet et comment tu l'as monté avec tes équipes. Mais avant, est-ce que tu peux te présenter? Qui es-tu, Tristan? Oui, bien sûr. Donc moi, c'est Tristan Desplechin. Donc je suis le PDG, le cofondateur de Dream Factory. Et puis ravi d'être avec vous ce soir. Tu veux que je rentre un peu plus dans le détail de qui je suis? Mais comment tu es Comment arrivé? j'en suis arrivé là? Oui. Donc à la base, rien ne me prédestinait à être là parce que je suis ingénieur chimiste en matériaux. Donc très loin de tout ça. Et ensuite, j'ai pas mal travaillé en rentrant dans la chimie. En fait, je suis rentré chez Orange dans l'analyse de cycle de vie des produits, des matériaux des téléphones. Et assez vite, j'ai découvert le design d'expérience, qui a été un peu une grosse révélation de justement comment on aide des marques à créer des expériences différentes. Donc à ce moment-là, je suis parti à Londres, où je bossais chez Orange et justement pour aider tout un ensemble de marques différentes. Donc ça allait vraiment de Radio France à Sciences Po, à des banques, c'était très varié, à améliorer leur expérience utilisateur en s'appuyant à la fois sur du digital et du physique. Et quand je suis rentré en France, j'avais envie de lancer un projet qui était lié justement aux nouvelles formes d'expérience, mais avec quelque chose qui me passionnait, qui était le cinéma, dans lequel j'avais envie de bosser depuis toujours. Et avec aussi cet enjeu qui était on le sait, les jeunes vont moins au cinéma, avec l'avènement de Netflix, etc. Donc cet enjeu de comment on recrée des expériences de cinéma un peu plus fortes, un peu plus sociales, plus interactives. Et du coup, c'est comme ça que j'ai eu l'idée de lancer Dream Factory. Alors, Dream Factory, qu'est-ce que c'est? Alors Dream Factory, c'est vraiment l'idée de faire de vos fictions une réalité. Une phrase qu'on aime bien, c'est Stop watching, start living. Donc c'est vraiment de sortir de la barrière de l'écran pour aller vivre ses films et ses univers préférés. Donc pour l'instant, on est plutôt sur le cinéma, mais à terme, on aimerait vraiment aller sur tous les univers de fiction. Pourquoi pas vous faire revivre vos concerts préférés, des livres, et puis pourquoi pas aussi des jeux vidéo. L'idée, c'est vraiment de vous plonger le temps d'une soirée dans ces univers, et que vous puissiez y déambuler de façon très libre et d'une certaine manière écrire votre propre histoire dans ces univers. Donc c'est venu d'une frustration qu'on avait, qui était que quand on allait au cinéma, souvent quand vous voyez un film, une fois que le générique est passé, en fait c'est fini. Vous rentrez chez vous, des fois vous quittez votre pote au bout de 2 minutes, donc vous n'avez même pas vraiment le temps de débriefer sur le film. Et bon, j'en parle même pas si c'est chez vous que vous regardez votre film sur Netflix par exemple. Et du coup, il y avait vraiment cette volonté de comment on prolonge l'expérience et comment en fait on se reconnecte à ce côté un peu des films qui nous ont marqués, avec cette possibilité de pouvoir y retourner et de les influencer et de pouvoir en être partie prenante en fait. Voilà, donc c'est vraiment né de ça, et avec une volonté d'avoir des expériences du coup sociales, vraiment où les gens se rencontrent, ce qui est pas le cas au cinéma, où quand vous regardez Netflix généralement vous êtes un peu solo chez vous, vous avez votre expérience un peu solo, et de créer du souvenir commun, et que ça soit aussi un endroit où vous puissiez rencontrer des nouvelles personnes, parce que justement on y reviendra dans nos expériences, on vous laisse très libre. Et du coup, l'idée, c'est aussi que vous puissiez, en rencontrant des acteurs, en rencontrant quelqu'un qui est au bar, c'est un truc d'ailleurs assez magique. Sur les premiers retours qu'on a eu, on a vraiment eu des gens qui se sont rencontrés et qui nous ont dit on a pris nos numéros et maintenant on se revoit, etc. Donc il y avait vraiment cette volonté de créer une expérience qui crée du souvenir commun en vrai. Alors, ce que je te propose, c'est de démarrer effectivement avec la première partie qui est l'immersion. Et pour ce premier carton immersion, on va lancer la musique No Fate
parce que c'est un petit peu le sujet. Il faut qu'on se mette un petit peu dans l'ambiance. Donc je vais proposer en régie de balancer le teaser qui fait à peu près 1 minute. Donc on va avoir 1 minute de Terminator dans les oreilles et ensuite on rentre dans le vif du sujet, de la manière dont vous avez travaillé les concepts, monté les sujets, etc. etc. Ok, on y va ? C'est parti. Alors, ce qui est assez fabuleux, pour l'avoir vécu, parce que je te remercie encore de m'avoir invité, et je remercie aussi Margot, c'est que on est vraiment dans le film. C'est-à-dire que dès les premières minutes où on descend les marches d'escalier de la Tour d'Orion et qu'on s'apprête à rentrer dans le bâtiment, ça y est, on est dans le film dès les premières secondes. Alors on va évidemment pas spolier l'expérience, mais il y a une volonté immédiate de se retranscrire dans l'œuvre. Alors, comment, au-delà de l'idée d'un concept, de se dire, bah tiens, on va créer une expérience immersive, un cinéma immersif, comment vous êtes mis en tête d'adapter en fait un film dans du réel? Comment t'es venue l'idée? M'est venue l'idée. Je le disais, il y avait déjà cette composante que, en fait, moi, il y a plein de films que j'ai vus. J'allais vachement avec mon père au cinéma quand j'étais plus jeune, et j'étais ultra frustré. En fait, quand on les revoit, il y a un côté encore magique, mais c'est quand même pas la même chose que d'en faire partie. Et puis, quand j'étais petit, vraiment, on rêvait de se dire. C'est marrant, j'avais des copines qui me disaient j'ai toujours voulu être Sarah Connor, ou j'ai toujours rêvé d'être un parrain, ou vraiment d'être Batman. Enfin, je sais pas, il y a vraiment ce truc-là le temps d'une soirée de m'évader de mon quotidien et d'en faire partie. Il se trouve que c'est des choses, comme tu l'as dit, donc nous on dit qu'on est le premier cinéma immersif français. C'est des formes qui sont vraiment encore très nouvelles en France. Il y a eu toute la vague de l'escape game qui a un peu cette tendance-là, mais ce qui nous frustrait un peu dans l'escape game, c'est que c'est très linéaire, où en fait vous rentrez, vous avez une enquête à résoudre sur 1 heure, et vous sortez. Mais il y a quelques escape games maintenant qui commencent à avoir des acteurs, mais souvent c'est quand même vous le principal protagoniste, et il y a vraiment cette volonté d'amener un peu plus d'inconnu, et aussi moins de linéarité, avec cette volonté qu'en fait en tant que spectateur, vous soyez acteur de ce qui se passe, et qu'il n'y a pas forcément, d'ailleurs l'expérience s'appelle No Fate, donc avec cette idée qu'il y a que de destin que ce que vous en faites, et qu'en fait vous avez vraiment la possibilité d'aller où vous voulez. Et c'est des concepts qui existent déjà un petit peu au Royaume-Uni. Donc il y a une boîte qui s'appelle notamment Secret Cinema, qui a en fait au Royaume-Uni il y a le théâtre immersif qui existe depuis une 10aine d'années, avec 2 compagnies fortes, une qui s'appelle Punch Drunk, qui fait un truc complètement dingue, peut-être que certains l'ont fait à New York, qui s'appelle Sleep No More, où en fait ils ont récupéré un immeuble au niveau de la High Line à New York, sur 5 étages, et ils ont recréé Macbeth. Et du coup, c'est hallucinant, c'est des plateaux, je pense, de 2500 mètres carrés x 5. Et alors c'est plus un ballet en fait, parce que du coup vous êtes pas forcément, d'ailleurs vous avez un masque, vous n'êtes pas forcément acteur, mais vous déambulez dans cet univers de façon ultra libre. Et du coup la deuxième structure qui faisait des choses comme ça, c'était Secret Cinema, qui est plutôt justement des adaptations de films, à la base plutôt avec des films où on savait pas ce qu'on allait voir. Et moi j'avais eu la chance d'en faire quand je vivais à Londres, et j'avais adoré, et je voulais vraiment amener ça en France, et aussi avec une touche qui est un peu une French touch. Du coup c'est ce qu'on s'est attelé à faire. Voilà. Donc dans ce cadre-là, en fait, quand vous avez commencé à rédiger votre note d'intention vis-à-vis de l'immersion même de ce projet, vous êtes parti du principe que vous alliez adapter des films, et qu'au travers de cette adaptation de films, vous alliez en passer par la reconstruction de certains décors, l'adaptation auprès de phases clés du film, pour pouvoir permettre cette immersion puissante, parce que c'est vraiment le cas. Est-ce que tu peux nous expliquer davantage ? Ouais, complètement. Du coup, peut-être un truc que j'ai pas dit, c'est qu'on est 3 cofondateurs. Donc moi qui suis plus en charge de la partie production, donc faire en sorte que ça existe, plutôt la casquette factory. Et Greg et Elisa qui sont plus en charge de la partie Dream. Donc vraiment, donc Elisa, elle a bossé une 10aine d'années dans le théâtre immersif. Elle est actrice depuis une 10aine d'années aussi entre Londres et Paris. Du coup, elle a beaucoup vécu ça à Londres, mais justement, c'est aussi un truc qui était très nouveau pour les acteurs. C'était comment on joue dans une forme immersive, parce qu'on a beaucoup d'acteurs de théâtre, beaucoup d'acteurs de cinéma, mais c'est pas pareil de jouer avec un public qui est à 1 mètre, et en fait, ils sont aussi beaucoup en improvisation.
Parce que si je te dis, tiens, pourquoi tu as mis ces lunettes aujourd'hui, l'acteur doit réagir et Bien dire sûr. quelque chose. Et puis rester dans son personnage. Là, typiquement, on plonge les gens dans les années 95. Donc, je sais pas, il y a des gens qui leur avaient dit tu te rappelles la victoire de la France en 98, la Coupe du Monde, et les acteurs ils doivent dire rien à voir, enfin, qu'est-ce que tu me racontes, enfin, vraiment rester dans le côté 95. Et du coup, Greg, lui, a plus la casquette de directeur de créa, et notamment sur les notions de storytelling, de transmédia, de comment on bascule entre une expérience digitale et une expérience physique, et notamment aussi sur le physique en s'appuyant sur les éléments de son, de lumière, etc. Parce qu'on a vraiment voulu aussi cette expérience, comme tu l'as dit, très cinématographique. On y reviendra après, mais on a vraiment travaillé avec des gens de cinéma, où l'idée, c'est vraiment d'être vraiment comme si vous étiez dans le film, comme si vous étiez une petite caméra du tournage du film. Et du coup, pour revenir à ta question, pourquoi des univers de cinéma ? En fait, on s'était pas mal posé la question d'adapter par exemple des bouquins ou des choses comme ça. Mais ce qu'on aimait beaucoup dans le cinéma, c'est que souvent il y a déjà des fanbases assez fortes. Et ensuite, qu'il y a un côté notamment dans Terminator 2, très pop culture, en fait très grand public. Où derrière on peut aller amener sur des formes un peu plus pointues, comme le théâtre, où on aimait vraiment ce côté qu'en fait Terminator 2 ça va à la fois parler à des intellos et des gens peut-être de classe un peu plus populaire, que le cinéma pour nous ça reste quand même un des arts les plus populaires, les plus grand public, et du coup de se dire que par un film très grand public on allait pouvoir amener sur des formes beaucoup plus pointues. Donc notamment c'est des choses qu'on fait avec les jeunes publics via le Pass Culture, où en fait on va faire l'événement et derrière on va leur montrer les coulisses, on va leur présenter des métiers de cinéma, donc ça nous plaisait vachement. Mais on se rend compte qu'il y a aussi maintenant beaucoup de choses à aller creuser, notamment je pense aux jeux vidéo, où il y a un truc générationnel très fort là-dessus, et il y a des univers hyper puissants. En plus la France on est quand même plutôt bien nantis en termes de licences là-dessus, donc c'est aussi un des axes qui nous titille pas mal. Et Terminator 2, c'est venu d'emblée, où il y a eu une shortlist, où il y a eu des tractations, notamment avec Studio Canal. C'est une bonne question. Terminator 2, c'est pas venu d'emblée, c'est venu d'emblée dans le sens où on avait une liste d'univers qu'on voulait. Et Terminator 2 a un univers fort. En gros, dans nos critères, c'était il faut que ça soit un univers esthétique, visuel fort. Il faut que ça soit un film culte. Donc Terminator 2, il y a plein de phrases cultes comme I'll be back, comme Hasta la vista, voilà. Vraiment, on hallucine quand les gens viennent, ils refont le pouce du film, etc. C'est vrai. Ouais. Et ils parlent avant les acteurs, c'est assez magique. Et après, il y a la réalité d'un film, et après il y a la question des droits, qui est comme vous le savez, un des gros enjeux dans le cinéma, et notamment quand on veut aller taper dans les majors américaines. Avec des choses qui sont très fléchées, très contrôlées, on peut pas faire ce qu'on veut sur des licences, et il se trouve que Studio Canal a les droits de Terminator 2, donc on est dans un incubateur avec Vivendi, et du coup ça facilitait vraiment les choses, et ils ont quasiment tous les droits avec des décisions très rapides, donc c'est vrai que ça facilitait pas mal de choses. Donc ça a été un mix d'univers fort et de capacité à pouvoir aller vite sur un premier projet et de pouvoir montrer ce qu'on voulait faire. Alors, tu cites Studio Canal. Ça veut dire qu'en fait, Dream Factory est associé à Studio Canal pour, je dirais, prolonger l'expérience cinéma dans un cadre qui est plutôt un show, parce que concrètement, c'est un show de 3 heures. Et c'est comme ça que vous avez pu vendre effectivement ce projet à Studio Canal. Ouais, effectivement, je l'ai pas dit. Il se trouve que l'année dernière, c'était les 30 ans de Terminator 2. Donc c'est un film qui est sorti en 91. Et du coup, Canal, c'est leur plus grosse licence. Donc ils avaient un peu tout fait sur Terminator 2 et ils voulaient faire un truc nouveau. Et donc du coup, quand on est venu les voir avec cette idée, ils étaient à fond parce qu'ils disaient ah ouais, mais c'est un super moyen de reconnecter. En fait, dans un contexte où justement le cinéma a des gros enjeux parce que les gens y vont moins, ou les gens vont y aller pour des événements forts, type Top Gun, parce qu'il y a du son, il y a une vraie valeur ajoutée à l'expérience cinéma. Le fait d'événementialiser comme ça un film, c'était hyper bien vu par Canal, et du coup ils nous ont suivis assez vite. On avait vraiment de la chance, c'est là aussi qu'on voit que Canal est aussi un acteur de l'innovation audiovisuelle français. Et les gros enjeux qu'on a eu surtout, c'était sur qu'est-ce qu'on a le droit de faire et ce qu'on n'a pas le droit de faire.
parce que typiquement Canal n'a pas les droits de Terminator 1, ni Terminator 3, ni Terminator 4, donc il fallait pas empiéter sur ces univers. Ah oui, donc il y avait que le 2 quoi. Il y avait que le 2. C'était que le 2 et tu restes dans le 2 et tu bouges pas du 2. C'est ça. La vache. Donc Ok. il y avait quand même un cadre, un terrain de jeu limité. Ah oui. Et puis bien sûr, il fallait que ça soit en respect de la licence. Ouais. Donc il y avait des choses qu'on n'avait pas le droit de faire, notamment Schwarzenegger a des droits plus spécifiques sur le film. On n'avait pas le droit d'aller dans ces univers-là. Et tout l'enjeu pour nous, c'était aussi, quand vous voyez le film, en fait, il y a des personnages que vous voyez que 3 minutes à l'écran. Donc la réflexion, c'était aussi comment nous, on fait vivre ces personnages pendant une soirée, pendant 2-3 heures. Donc typiquement, je prends un exemple. Au début du film, il y a un biker qui se fait détrousser par Schwarzenegger. Et du coup, ce biker est déchu en fait, de son gang. Et on ne sait pas du tout ce qui lui arrive après. Et du coup, nous, ce personnage-là, on l'a fait vivre toute la soirée. Là, on voit le choral. Donc la première scène du film, en fait, c'est Schwarzenegger qui arrive à poil dans ce bar et qui, du coup, détrousse un biker. Et il arrive vraiment à poil. Hein, c'est ça qui est assez fou. C'est que évidemment tout le monde se rue pour voir ça parce qu'il se pointe à poil quoi. C'est assez spectaculaire. Ouais, et puis il est plutôt assez costaud. La vache. C'est du genre. Faut être vraiment poli avec le monsieur. Ouais. Oh, la vache. Exactement. Et donc du coup là, ce personnage qui du coup, on ne sait pas ce qui lui arrive après. Là, on l'a fait vivre pendant 2 heures. Donc qu'est-ce que c'est que quand tu es un biker, que tu te retrouves toi à poil devant ton gang, qu'est-ce que ça veut dire? Qu'est-ce qui t'arrive après? Tu t'es fait piquer ta moto, etc. Donc ça, c'était un des enjeux. Et du coup, d'être en cohérence avec l'esprit du film. Alors, tu veux poser une question? Ça voudrait dire que du coup, on pourrait suivre pendant les 3h20 juste le biker et que ce soit cohérent d'un bout à l'autre. Enfin, je réponds à sa place. Ouais, ça, c'est une volonté et du coup qui perturbe un peu le spectateur français. Ce qu'on s'est rendu compte, c'est que le spectateur français aimait bien être fléché et ça lui allait bien d'être passif. Et d'ailleurs, ça c'est un vrai truc qu'on voit. Moi, pour avoir fait des secrets de cinéma à Londres, les gens dans le métro, on les voit à l'autre bout, ils sont habillés comme dans l'univers, etc. Ils sont déjà chauds depuis 1 heure. Enfin, voilà, c'est vraiment le côté anglais de je me lâche. Les Français, ils intellectualisent beaucoup plus, mettent déjà des lunettes de soleil, c'est déjà, ça va un petit peu trop loin. Donc ça, c'était vraiment un de nos enjeux. Et ouais, donc ce qu'on veut, c'est vraiment que le spectateur puisse déambuler comme il veut dans l'univers et écrire sa propre histoire. Et que s'il a envie de passer 3 heures avec un personnage, il n'y a pas de souci. Et d'une certaine manière, le personnage est formé pour ça. C'est plus comme un open world de jeux vidéo, en fait, ce qu'on a pensé. Alors, je te propose de rentrer tout de suite dans la phase de conception. Ça y est, vous avez les droits de Terminator 2. Tout le monde est hyper chaud pour le faire. Maintenant, il faut le faire. Donc, comment on fait? D'abord, vous avez cherché le lieu. Vous avez fait un découpage aussi d'adaptation vis-à-vis. Vous êtes dit, il y a 7 grands plateaux, il y a 8 grands décors ou 7 grands décors dans le film. Donc il faut essayer de les retranscrire. Comment vous avez abordé en fait ce projet d'adaptation en termes de conception, vraiment, là sur le Terminator No Fate? Ouais, c'est une bonne question. On a fait, pour être tout à fait transparent, les choses des fois un petit peu à l'envers. C'est le jeu d'un premier projet. C'est que normalement, dans le théâtre immersif, tu choisis le lieu. Ensuite, tu vas chercher l'univers et ensuite tu conçois. Là, on avait un enjeu quand même de séduire Canal. Donc, il fallait déjà qu'on ait un lieu. Donc, en fait, on avait trouvé le lieu avant de faire le film. D'accord, ok. Donc, ce qui fait que, on y viendra après, mais ça représentait pas mal de taf de scéno. Parce que concrètement, les lieux qu'on avait, c'était plutôt des bureaux. Et que du coup, il a fallu en faire un bar de bikers, un désert. Donc, ça a été un petit défi. Mais du coup, on a les droits Canal. On avait déjà le lieu. Et du coup, derrière, ça a été il y a eu 2 niveaux de boulot. Il y a eu un niveau de rassembler l'équipe, parce que c'est un projet qui est assez massif. Sur le projet, on aura embauché une centaine de personnes. Donc vraiment, toute une équipe scéno d'une dizaine de personnes qui sont des scénographes de cinéma. Mais du coup, avec des gros enjeux de comment je conçois une scéno, parce que quand je fais une scéno au cinéma, souvent derrière, c'est un peu du carton et tout. Et du coup, si les gens le manipulent tous les soirs, comment on arrive à rendre ça pérenne. Ouais, parce que ce qu'il faut surtout rappeler, c'est qu'il y a 700 mètres carrés. 700 mètres carrés. Il y a 8 plateaux, enfin 8 sets différents. Des sets qui sont parfois, pour certains d'entre eux, accessibles à la fin. Et je ne veux pas trahir le secret. Et que du coup, l'ensemble de ces sets
vous pouvez y accéder et vous balader. C'est-à-dire qu'en gros, vous pouvez passer du bar à l'hôpital psychiatrique, il y a le Skynet, il y a le laboratoire, etc. Bref, vous pouvez vraiment vous balader. Et c'est dans ces lieux qu'effectivement l'action va se produire, puisque l'objectif, c'est de retranscrire à la virgule près ce qui se passe dans le film. Donc, si vous connaissez le film, vous précédez un petit peu l'action et vous allez dans les bons endroits pour voir un petit peu ce qui va s'y passer. Il suffit de suivre les gens pour ensuite découvrir et être vraiment en immersion dans ces scènes-là. Donc, pour relier à ton propos, vous aviez déjà donc l'endroit. Vous avez donc récupéré le film, il fait sans doute partie d'une petite shortlist. Et après, derrière, il y a un travail de décor, il y a un travail de repérage, puis un travail de scénarisation, d'adaptation pour dire quelle séquence je vais pouvoir mettre dans ces 3 heures de show. Et du coup, aussi, comment je crée des dialogues autour de ça, comment j'habille mes personnages aussi. Donc, il y a vraiment, en fait, il y a eu un peu toutes les briques d'un film. Vraiment l'écriture du scénario, le costumier, la scénographe, le son et la lumière. On a vraiment, comme je le disais, embauché une centaine de personnes sur vraiment tous les métiers du cinéma et du coup de l'événementiel aussi. Parce qu'il y avait aussi un enjeu d'aménager. Donc une des spécificités du projet, c'est qu'on l'a fait dans un lieu d'urbanisme transitoire. Comme on reviendra certainement sur la question des lieux, qui est un gros enjeu à Paris, de trouver des lieux de spectacle. Et du coup, on a aménagé un lieu, du coup on a demandé les autorisations à la mairie, etc. pour pouvoir exercer. Il faut savoir que les notions d'accueil de lieux accueillant du public, c'est souvent sur des lieux qui ne le sont pas, c'est souvent un peu touchy. Ça prend un peu de temps. Problème de sécurité. Donc typiquement, il y avait un truc tout bête qu'on n'avait pas pensé avec la scénographe. Donc la scénographie, elle travaille beaucoup en économie circulaire. Donc elle récupère un lieu qui s'appelle la recyclerie du cinéma, qui est un lieu assez dingue que je vous invite vraiment à aller voir, qui est un lieu en fait de décor de cinéma. Dont à la fin on sait que le cinéma est une industrie quand même assez polluante, et du coup à la fin du film, en fait ils envoient beaucoup de choses à ce lieu qui s'appelle la ressourcerie du cinéma, qui du coup récupère du matériel. Et du coup on a récupéré nous du matériel en économie circulaire, okay. Sauf qu'en fait, vu qu'on est un lieu qui accueille du public, si on n'a pas les notices, il y a des sujets si on a un incendie, notre responsabilité en tant que producteur peut être engagée. Donc voilà, c'est des spécificités aussi qu'on n'a pas dans le cinéma parce qu'il n'y a pas de public. Et est-ce que vous êtes allé lorgner un peu du côté des Imagineers de Disney ou... Aller récupérer des choses chez Disney ? Non, dans la conception, je sais que Disney, quand il a commencé à faire Disneyland, il y avait les Imagineers, c'était justement contraction entre imagination et ingénieur, et que du coup, il a vraiment travaillé autour des attractions pour travailler autour d'univers de films. Ouais, carrément, il y a clairement eu toute une phase créative d'éléments d'inspiration, de moodboard, où on allait chercher des références, on a regardé le film 20 fois. Sur tous les petits détails qui nous plaisaient. Est-ce que c'était scripté ou... Le film ? Ouais. Enfin, est-ce que vous avez scripté du coup l'expérience, parce que j'ai justement David Cage là, pour Detroit Become Human, il a fait quand même 1000 pages de script pour tous ces embranchements, etc. Ouais. Est-ce que du coup vous avez pris des bases quand même de scénario pour les différents... Ouais, nous on avait plus de 300 pages de scénario. On a bossé avec 2 scénographes. Plus de 300 2 pages. Scénaristes, pardon. C'est énorme. Okay. Et du coup, Greg, directeur de créa, a chapeauté l'histoire. Et oui, donc ils ont complètement travaillé en arborescence avec cette notion de se dire si la personne fait ça, qu'est-ce qui se passe, si la personne va là. Et avec, comme je le disais, la base du film, mais derrière de comment en fait on fait vivre ces personnes. Donc ils ont aussi créé des personnages. Parce qu'en fait, il y a des personnages, il y a cet enjeu, tu as fait l'expérience de faire circuler aussi les gens entre les différents univers. Donc on a créé des personnages de résistants qui en fait sont un petit peu là pour guider, parce que vous rejoignez la résistance de 95 et du coup vous avez besoin de guides pour vous conduire, pour gérer cette résistance. Donc ouais, il y a eu un gros boulot de scénario. Et alors ce qui est assez formidable, c'est que il y a donc 2 niveaux de circulation. Il y a le niveau de circulation autonome, comme quand vous déambulez comme ça dans un décor de cinéma, donc ça c'est super. Vous avez des éléments, des appareils qui vous permettent de jouer, on peut même s'amuser, des bornes d'arcade et tout, c'est quand même cool. Mon pote, il a joué avec John Connor à un jeu d'arcade, c'est quand même rigolo. Et puis vous avez évidemment une chorégraphie. On a des personnes qui sont avec des casques et des scripts pour lancer en fait les différentes scènes.
pour être bien certain que, avec les mouvements de foule, ça corresponde bien à la dynamique du film, parce qu'il faut évidemment amener tout le monde au bon endroit, de la manière, je dirais, la plus cool possible pour éviter que ce soit trop engorgé, etc., etc. Donc il y a vraiment une réflexion qui est à la fois pour les acteurs de guider, de faire l'acting et tout à la fois de gérer. C'est ça qui est quand même assez dingue. Ouais, c'est du spectacle vivant. Du coup, c'est vrai qu'il y a un vrai sujet de flux. Ouais, on en parlait un peu en préparant, mais il y a une fois où il y a des gens qui se sont un peu enflammés et ils ont pris un acteur, ils l'ont enfermé dans la cellule, d'une cellule, ils ont pris les clés, ils sont barrés avec les clés. Donc ça, typiquement, il faut le gérer en live. Et du coup, il y a effectivement on a construit une régie à l'entrée qui est pas visible. Et du coup, il y a des gens sur le plateau, donc stage manager, qui vont en fait informer via des casques ce qui se passe aux autres, un peu les flux, comment on avance, et notamment tout ce que tu disais sur le son et les lumières. Donc on a un QLab avec des déclenchements, notamment ça a été un des gros enjeux au début, c'est qu'il y a des scènes avec des guns et comment quand le Terminator il arrive et qu'il tire, qu'il y ait le bruit qui parte. Donc ça c'est un des gros enjeux sur les répètes, parce que des fois il arrivait, il tirait, où il y a pas mal de cascades notamment. Ça c'est une partie dont j'ai pas trop parlé. On va en parler. Et du coup il tirait, il n'y avait pas de bruit, donc ça c'est un peu la loose. Juste pour la cage, comment ils s'en sont sortis du coup? L'acteur enfermé dans la galère. cage. On a fini par retrouver les clés, et c'est pour ça aussi que maintenant on dit que c'est pas un escape game. Ouais. Parce qu'il y avait des gens qui puis il y a un type de la sécurité qui est devant la porte. Oui, c'est ça. Maintenant on a un pompier qui est devant la porte. Mais c'est vrai qu'il y avait des trucs assez dingues. Il y avait des gens qui passaient, qui insultaient Sarah Connor, qui faisaient des bruits d'animaux. Donc il y a un besoin. En fait, c'est ça qui est intéressant, c'est qu'il y a des gens qui sont ultra timides, qui osent rien faire. Et il y en a qui se lâchent complètement parce que c'est un espace fictionnel. Et du coup, faut arriver. Il y a des gens qui sont venus sous champignons une fois par exemple. Ouais. Donc il fallait les gérer. Ils sont venus à 16h sous champignons. Donc il y a des trucs comme ça qu'il faut arriver à cadrer. Et du coup, d'où la dimension spectacle vivant, d'avoir cette intelligence de dire non, là ça va trop loin, ou là faut accélérer. Et là, comment on gère brièvement ce genre de débordement? Il y a des garde-fous. Nous, on a aussi... ça, pour le coup, c'était mon passé d'expérience de design parce que j'avais pas mal bossé, notamment pour Eurotunnel, sur les niveaux de sécurité dans le tunnel, dans notre Eurotunnel, donc c'est le tunnel sous la Manche. Et du coup, de comment quand il y a en gros, comment on gère un incendie différent entre juste une voiture qui est coincée et un incendie. Donc avec des niveaux un peu green, feu vert, feu rouge, etc. Et du coup, on a mis ça en place en disant il y a le code A. Le code A, c'est on voit qu'il y a 2-3 excités qui sont un peu bourrés, qui commencent un peu à jouer avec tout. Il faut les surveiller, et c'est toi qui le surveille. Et les acteurs se passent le mot. Code B, c'est il commence à être un peu trop chaud. Et code C, c'est red flag, c'est vraiment là, ils font un truc qu'il faut pas. Et là, il y a le pompier qui arrive et qui va. Donc ça, ouais, c'est un vrai sujet de gestion du public, parce qu'on veut que les gens soient dedans. Mais oui, parce qu'en plus, dans le bar, on a des acteurs qui provoquent aussi parfois un peu le spectateur. Donc tu te dis, ça peut même partir un petit peu, c'est un peu chaud. Hein, donc c'est vrai qu'il y a ces éléments d'interaction qui sont quand même assez sympas. Ouais. Je propose de rentrer dans la troisième partie déjà, parce que le temps file et on ne le rattrape pas. Alors il s'agit de la formulation, hein, et la formulation, c'est typiquement des enjeux de mise en scène. Donc la mise en scène, on a parlé du décor, on a parlé du set, mais le casting, parce que le casting, il y a des effets de cascade. Quand ils se bastonnent, c'est pas un soufflet comme au théâtre. Ils déclament pas quelque chose. Il y a des vraies répliques avec des vraies scènes d'action, des vraies scènes de combat. Donc ça veut dire qu'il y a des comédiens qui sont pas que dans le théâtre. Ils se projettent contre des poutres, hein. Ils se prennent et boum, etc. Donc c'était quoi le sujet ? Comment vous avez réussi à trouver ces acteurs-là ? Gros défi parce que c'est là que ce qu'on voit, c'est assez typiquement c'est vrai, on voit un peu des scènes. Ça a été un défi parce que ce qu'on fait, il y a toute la dimension cascade effectivement que tu mentionnes, qui était une spécificité aussi de Terminator 2, qui est quand même un film où il y a des courses-poursuites, donc fallait arriver à retranscrire ça et que ça soit pas déceptif pour les gens. Parce qu'on n'a pas non plus choisi Dirty Dancing, où il y avait vraiment cet enjeu de retranscrire fidèlement des scènes intenses. Et ensuite, il y avait la spécificité du théâtre immersif,
qui est qu'en fait, il y a peu d'acteurs qui ont l'habitude de jouer avec une audience autour. Parce que c'est vraiment comme si j'étais plongé au milieu de vous, et en fait, vous allez me dire des choses, et il va falloir que je sois dans mon personnage, et les gens testent. Typiquement, il y a le personnage de Miles qui est le scientifique qui est dans les années 95 qui réfléchit à l'intelligence artificielle du futur. Et du coup, on a remis des ordinateurs avec de Windows 95 et les gens lui posaient des questions genre qu'est-ce qui se passe au crack de 2000, comment on survit à ça, etc. Et il devait, on a vraiment travaillé pour qu'il soit capable de répondre à tout. Donc avec des questions, c'est qui mon père, c'est qui mon fils, c'est où que j'étais le mois dernier, qu'est-ce que j'ai fait le week-end dernier. En fait, on les a vraiment poussés à réfléchir à tout ça. Donc le process de casting a été assez challenging. On a vu, Elisa, donc la metteuse en scène, a vu plus de 300 acteurs. Ah, vache. Avec du coup un peu deux temps. Un premier temps qui était de trouver les bonnes personnes. Donc notamment sur des rôles de cascade. Donc c'est assez intéressant parce que notre Terminator c'est un ancien rugbyman pro. Voilà, un des T1000 des autres Terminators, il a fait des arts martiaux japonais, donc c'est des gens qui ont aussi cette casquette là. Ouais. Et ensuite la deuxième phase, c'était comment on fait pour que ces gens-là et les bons codes soient bien formés. Typiquement ce que je racontais tout à l'heure, où il y a quelqu'un qui a fait une clé de bras à un acteur qui l'a enfermé dans la cellule. Comment on réagit à ça, quoi? Parce que quand on est sur scène, on a une sécurité, etc. Mais là, c'est vraiment quelqu'un qui vient dans notre espace personnel, qui est violent. Faut pas qu'ils s'amusent à faire ça avec le T1000. Hein. Non. Je pense pas que ce soit le cas. Il y en a qui ont essayé. Ah oui. Mais ils sont plus là pour en parler, c'est ça? Là pour en parler. Ouais. Mais donc ça, c'était un vrai enjeu. C'est comment on protège aussi les acteurs de ça. Et donc là, Elisa a fait un gros boulot. Voilà, en allant piocher dans toutes les différentes inspirations du théâtre, en allant aussi accompagner avec beaucoup de temps avec les acteurs pour anticiper des choses qui pouvaient les mettre à risque, qui pouvaient les inquiéter. Et ça, c'est assez chouette parce qu'on voit en tout, on a plus une trentaine de comédiens, parce qu'on a doublé tous les rôles. Mm-hmm. Ce qui fait aussi que chaque soir est un peu différent, parce que y a 2 Sarah Connor, il y a 2 Terminator, donc moi j'ai dû voir le show 20 fois, à chaque fois j'ai l'impression de voir un truc différent parce que les acteurs sont pas tout à fait pareils. Et du coup il y a une vraie logique de troupe assez forte où ils sont très liés parce que justement ils ont beaucoup partagé sur c'est quoi en fait faire du théâtre immersif. Et du coup sous forme de workshop, sous forme d'atelier, est-ce que du coup cette préparation, comment ça s'est fait? Elle a fait des workshops, des ateliers, du coup des mises en situation. En fait, ils ont fait plusieurs temps. Ils ont d'abord répété vraiment toutes les techniques de l'immersif. Elle leur a aussi un peu raconté comment on gère l'espace. Parce que typiquement, il y a un moment, l'acteur va passer au milieu de la foule. Donc il y a un enjeu que la foule s'écarte, que la foule comprenne les codes. Et ensuite, elle a travaillé plus dans un deuxième temps vraiment dans les décors du film. Donc là, c'était ultra magique parce qu'en fait, tous les personnages qu'ils avaient pensés, les acteurs, depuis des semaines, là, ils étaient habillés comme les personnages et dans les décors. Donc c'était ultra émouvant de voir ça. Et donc là, il y a eu aussi des spécificités qu'on a dû mettre en place. Typiquement, là, on le voit sur la photo, il y a une scène où justement le Terminator balance au-dessus de la cuisine l'acteur. Et donc là, typiquement, il y avait des enjeux de producteurs, de comment on fait cohabiter un modèle de restauration avec une scène de baston. Mais oui, parce qu'on peut manger sur place aussi. Voilà. On peut boire sur place. C'est ça. L'idée, c'est de passer une soirée vraiment, vous pouvez tout faire. Donc, on peut manger et boire comme dans le film. Alors, ce qui est assez intéressant, c'est dans le jeu du comédien, et il y a vraiment des scènes dramatiques quand Sarah Connor est dans l'hôpital psychiatrique et qu'on essaie de la questionner pour qu'elle évidemment donne des réponses. Il y a vraiment une intensité de mise en scène et qui d'ailleurs fédère assez rapidement tous les spectateurs autour de cette séquence-là, donc c'est quand même très impressionnant. Bon, quand évidemment le T1000 se pointe, tout le monde est très impressionné déjà, et puis il y a effectivement des scènes d'actes de pure action qui s'effectuent dans des tout petits couloirs, ce qui fait qu'il y a vraiment une préparation des comédiens qui restent dans le cadre de leur jeu pour évidemment faire en sorte que la mise en scène soit respectée, parce que si évidemment il y en a qui bouchent l'arrivée du T800 ou du T1000 dans la séquence, c'est raté. Donc et tout ça est fait en parfaite harmonie, c'est-à-dire qu'il y a un temps de latence parce que tu es un peu mi-spectateur, tu regardes autour de toi, tu ne sais pas trop ce qui va se passer, mais les comédiens agissent de telle manière
en communication non verbale pour bien te faire comprendre qu'il faut bien t'écarter, que ça va se passer comme ça. Enfin, vraiment, c'est réellement intéressant. Ça, c'est travailler, parce qu'en fait, c'est un peu des patterns, quoi. Tu vois vraiment, au début, on savait pas trop comment le spectateur allait s'approprier l'espace, et même les acteurs. Et en fait, au fur et à mesure, tu vois des endroits où tu dois plus ouvrir, tu vois aussi des logiques de conduite, et ça, c'est vraiment le travail du vivant, en fait, dans l'espace. Et si on avait une pièce plus grande ou un petit peu différente, ça serait encore peut-être différent. Et là, c'est marrant aussi, parce qu'on voit la période de l'été où on avait un peu la clim, etc. Et là, maintenant, c'est plus l'hiver, donc les gens vont moins se foutre sous la clim. Donc ça crée aussi des mouvements. Et même d'un soir à l'autre, moi, ce que j'adore, c'est qu'il y a beaucoup d'enfants qui viennent. Et les enfants, c'est génial parce que c'est le meilleur public, parce qu'ils cavalent partout. En fait, ils fouillent partout, ils se mettent aux premières loges, ils posent des questions. Et c'est vachement intéressant aussi. On voit que quand on a des enfants, ça change aussi, ça étire beaucoup plus le public, la scène. Et ouais, il y a clairement dans la conduite de la mise en scène une intelligence de la foule. Alors, on va passer maintenant à la dernière partie, qui est l'exécution. Alors, dans cette dernière étape, qui est l'exécution, on va un petit peu, maintenant que ça y est, la mise en scène est préparée, que ça y est, l'adaptation est bien faite, que le casting est là, que les décors sont là, il reste une dernière étape, c'est comment on fait comprendre aux gens qu'il y a un événement formidable et qu'il ne faut pas le rater. Donc, comment vous avez mis en place votre campagne? Comment vous avez communiqué sur cet événement? Gros sujet, parce que du coup, il y avait beaucoup de nouveautés dans ce qu'on faisait. Il y avait une nouvelle marque, nouveau concept. Il y avait aussi l'enjeu de ne pas se faire cannibaliser par la marque Terminator 2, enfin de s'appuyer dessus. Et puis le fait que l'expérience est à la sortie du métro Croix de Chavaux à Montreuil, donc voilà, on n'est pas non plus en plein Paris. Donc on avait fait il y a 1 an et demi un crowdfunding qui avait bien contribué justement à donner de la visibilité sur le projet et notamment sur tous les éléments de langage. Parce que typiquement, on s'est beaucoup pris la tête sur est-ce qu'on parle de cinéma immersif, est-ce qu'on parle de théâtre immersif adapté à un univers de fiction. Voilà, en fait, comment on trouve un terme qui est sexy par rapport à ce qu'on a envie de faire et en même temps qui est compréhensible pour le public dans une période où il y a un peu tout qui est immersif. Tout le monde, c'est un peu le mot tarte à la crème du moment où chaque expérience est immersive. Ensuite, on a fait pas mal de RP, de relations presse. Parce qu'en fait, le concept a beaucoup intéressé la presse. Donc on est passé. Là, on passe au JT de France 2 dans quelques jours. On est passé sur M6. On a quasiment tous les médias papier qui étaient très curieux et notamment, comme je le disais, dans ce contexte du cinéma et du théâtre qui ont des vraies pertes de fréquentation. Je crois qu'en septembre, c'était le pire mois depuis 40 ans pour le cinéma. Donc en gros aussi, il y avait un vrai intérêt sur le côté et notamment pour les jeunes publics. Parce que ça, c'est des questions que se pose le cinéma et le théâtre. C'est comment on arrive à amener les jeunes publics sur ces formats historiques. Et du coup, la presse est aussi beaucoup venue nous chercher là-dessus. Sur le côté, en fait, vous faites une expérience d'un nouveau genre, tout en vous appuyant sur des films cultes, de l'historique. Et puis après, on a essayé de faire des stratégies malines, notamment autour de l'aspect transmédia. Donc avec un côté, on a réfléchi à des happenings par exemple, ou des choses comme ça. Et après aller sur des prestataires de billetterie qui sont sur ces communautés un peu nouvelles autour des nouvelles formes d'expérience. Mais c'est un gros enjeu et surtout que on veut nous être une marque forte, d'où le nom Dream Factory. Et on sait que être une marque forte, c'est des budgets, c'est du temps, donc il y a plein de méthodes un peu malines, mais il y a aussi, in fine, aussi à un moment donné, les investissements qu'on y met. On a fait beaucoup de partenariats. On a fait des partenariats avec des acteurs type Allociné, type Le Bonbon aussi, qui ont pas mal aidé avec des jeux concours croisés ou des choses comme ça pour la visibilité. Et voilà. Et puis Studio Canal nous a aussi aidé sur quelques trucs. Et Happening, ça pouvait être quoi par exemple? Happening, il y avait cette idée par exemple qu'on voulait recréer le bar de la Résistance en vrai et communiquer en fait sur les réseaux sociaux il y allait avoir une soirée de la Résistance dans un bar et avec des indices pour le retrouver. Donc ça, c'est des choses sur nos prochains projets qu'on aimerait bien pousser beaucoup plus. Vu qu'on a mis un petit peu de temps à trouver le lieu, en fait, il y a eu une communication qui s'est un peu tirée dans le temps
et notamment avec pas mal de spécificités autour de justement comment on équipe un lieu, etc. Et bon, c'était un peu la période de l'Ukraine, donc il y avait un gros enjeu sur les matières premières, notamment sur le bois. Mais oui. On n'a pas été aidé par ça. Mais du coup, c'est des choses qu'on voudrait développer de plus en plus. En fait, c'est faire ce lien entre le digital avec les personnages qui vivent en digital, pourquoi pas en s'appuyant par exemple sur des intelligences artificielles, et derrière le physique, avec des indices qui seraient dans la ville, avec des lieux pour se retrouver. Et là, en l'occurrence, c'était la thématique de la résistance. Donc pareil, on n'a pas trop été aidé par l'Ukraine, parce qu'on ne pouvait pas trop parler de résistance vu le contexte. Mais du coup, avec cette idée de créer des ponts et des espaces de pré-rencontre avant les expériences. Mais du coup, ce serait des happenings hors les murs. Ouais, d'accord. Complètement, ouais. C'était une volonté en fait d'arriver à regrouper en dehors. Après, en fait, ça c'était aussi une grosse réflexion, c'est qu'on voulait garder le lieu le plus secret possible. Donc il y a des choses, comme tu l'as dit, qu'on voit pas, sur lesquelles on communique pas parce qu'on veut que ça soit la surprise. Mais ça, c'est un truc aussi qu'on a dû revoir, c'est qu'en fait, vu que les gens comprenaient pas bien le concept, on a dû montrer plus de choses que ce qu'on voulait, et c'est normal, surtout quand le ticket est quand même à un certain prix. Il faut beaucoup plus se projeter pour acheter un billet. Voilà. Et alors, c'est quoi le gros projet à suivre? Parce qu'on peut dire quand même que c'est un succès, que ça marche plutôt même très bien. Et vous en avez, j'imagine, retiré des éléments d'expérience. Et donc du coup, ça serait quoi? Alors sans évidemment trahir ce qui est en cours, mais vous avez déjà amorcé un autre sujet? Vous êtes déjà en préparation d'un autre projet? On est encore à une phase... en fait, c'est hyper intéressant parce que Terminator 2 ça a servi beaucoup de vitrine. Parce qu'en fait, donc bien sûr, on a fait venir plein de gens, mais il y a aussi plein de gens qui sont venus par l'aspect médiatique, etc. Et du coup, il y a plein de gens qui se projettent dans ce qu'on fait. Et notamment, là, on était à Londres il y a 3 semaines sur tout le salon qui s'appelle le Brand Licensing Europe, donc il y a un salon des licences. Donc ça va de Astérix en passant par Peppa Pig ou toute la Paramount avec le parrain Avatar, etc. C'est vraiment l'univers des licences au sens large. Et en fait, ce qu'on fait, du coup, le Location Based Entertainment, ça va représenter plus de 10-15% des deals de licences à moyen terme. Parce que justement, il y a cette volonté pour les marques et pour les licences d'exister en proximité de leur public et d'événementialiser ce qu'ils font. Donc ce qui fait qu'on a vraiment pas mal d'opportunités assez variées. Et puis aussi en toile de fond de ça, on est pas mal regardé par les médias. Parce que justement, vu que les jeunes regardent moins, voire quasi plus la télé, il y a aussi ce côté comment on recrée du lien avec le jeune public. Et pour le coup, on a vraiment ça dans nos expériences. Si vous cherchez la licence Highlander, nous on a déjà des contacts. On a des acteurs qui peuvent vraiment faire assurer le temps. Je note. Mais ouais, donc pour l'instant la peinture est pas complètement sèche sur le prochain projet, mais il y a pas mal d'opportunités intéressantes et il y a aussi la perspective de se dire qu'on amène l'expérience Terminator 2 dans d'autres villes. Los Angeles bien sûr s'y prêterait vraiment. Donc et puis il y a aussi cette volonté d'insuffler plus de digital dans nos expériences, avec la possibilité que des gens à distance, on est en plein dans les sujets de métaverse, de Web3, etc., mais que des gens à distance puissent accéder aussi à nos expériences. Et le monde de l'immersif bouge pas mal aussi là-dessus, avec des choses comme par exemple le Bal de Paris, ou des choses comme ça qui ont montré le lien entre technologie et expérience physique. Donc c'est aussi pas mal de questions qu'on se pose. Parce que du coup, Terminator 2, c'est un temps limité, cette expérience-là, ou elle pourrait cohabiter avec les prochains projets? C'est une super bonne question. En fait, dans les 2 expériences dont je parlais au début, là, en préambule à Londres, il y a vraiment le modèle Sleep No More qui existe depuis 10 ans à New York. Et du coup, ils sont sur une grosse audience tourisme. En fait, ils font venir des cars de touristes asiatiques, etc., qui viennent faire l'expérience. Donc eux, ça fait 10 ans, ils ont fait évoluer le show un petit peu, mais le show existe depuis 10 ans. C'est hallucinant. Et à l'inverse, il y a Secret Cinema qui a un modèle beaucoup plus court-termiste. Ils viennent de se faire racheter, mais du coup avec la vocation d'avoir des expériences dans la durée, mais qui avait plutôt un modèle de presque un peu festival, on va faire 1 mois de Dirty Dancing, on va faire 1 mois de... Là ils font Gardien de la Galaxie. Et du coup, eux ils font ça avec des jauges beaucoup plus grandes. Et ça, pour rentabiliser sur un mois. Pour la rentabilité, exactement. Donc ça c'est une question qu'on se pose. On a un peu envie d'amener Terminator 2 le plus loin qu'on peut, et on voit aussi que nos publics
sont un peu en train de changer. Au début, on avait beaucoup des franciliens 30-quarantenaires. Maintenant, de plus en plus, on a des familles, des plus jeunes qui sont intéressés par le côté nouvelle forme d'expérience. Et on voit aussi que de plus en plus, on a des gens qui ne sont pas de Paris, en fait, qui viennent pour les vacances ou le week-end faire l'expérience. Donc le lieu, on l'a au moins jusqu'à avril 2023, qu'on aimerait pousser jusque-là. Après, voilà, moi, le plus on peut le jouer, le mieux. Il est monté, il est prêt. Donc, si ça peut cohabiter avec d'autres projets, c'est top. Eh bien, on va te remercier par une salve d'applaudissements. Alors, quelle heure il est ? Il est déjà 1h assez avancée. On va te remercier effectivement de nous avoir rejoints donc, pour cette première. On va remercier Pablo effectivement pour cette co-animation. Je vais remercier aussi Elvis à la préparation, à la régie, nos amis caméramans qu'on retrouve chaque année avec grand plaisir. Et puis Nicolas aussi qui est là. Et puis Margot qui nous a aidés pour monter ce premier événement. Je vais remercier donc l'ensemble des étudiants aussi également. Je vais me remercier moi-même aussi comme ça, voilà. On salue Alex. Et puis on vous dit à très bientôt pour le deuxième numéro où on va parler de Midjourney et la création via l'intelligence artificielle. Donc encore un gros sujet avec un spécialiste du sujet, NFT, tout ça, etc. On parlera de tout ça. À très bientôt. On va passer à la séquence off records après le générique de fin et vous pourrez poser vos questions à notre invité. Merci.